Bonjour, bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et entreprises qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, travaux, crowdfunding, tokenisation. Mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour découvrir leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si vous voulez découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, comment ils font, abonnez-vous et rejoignez-moi dans cette conversation. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Tiffany Clémenceau, qui est ghostwriter, copywriter dans le monde de l'investissement immobilier et de l'investissement au sens général. Alors j'ai voulu interviewer Tiffany parce que je voulais savoir comment elle pouvait accompagner des CEO, des managers, des entreprises dans ce domaine-là, qui est d'ailleurs le domaine de Green Living. On a aussi parlé d'un concurrent, comment elle a pu l'accompagner, comment elle a pu performer avec lui et là où elle a pu l'amener. C'était très intéressant. Mais au-delà de ça, Tiffany nous parle de son parcours personnel, professionnel, de comment elle est passée de indépendante à créer une agence avec des associés en mode Avenger. Ce sont ces termes. J'ai appris énormément lors de cet épisode et j'espère que vous aurez appris autant que moi. Je vous laisse découvrir. Bon, en tout cas, Tiffany, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est cool. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Si tu veux un clap, ça commence. Ok, let's go. Donc voilà, donc en gros, voilà, le podcast, c'est sur la thématique, bien évidemment, de l'immobilier. Et moi, j'ai voulu t'avoir parce que je te suivais un peu sur LinkedIn. Et en préparant, j'ai vu que tu bossais avec pas mal de monde. Notamment, j'ai cru apercevoir Simon de Chaka, que je suis de très loin puisqu'on est concurrents sur la verticale. Ouais. Mais du coup, en gros, que tu accompagnes des acteurs du monde de l'investissement locatif clé en main, et pas que, puisque c'est investissement immobilier. Et moi, je voulais décortiquer ce monde un peu de ghostwriter, copywriter, qui est un peu, on va dire, tout le monde ne le comprend pas et ne le maîtrise pas. Et en plus, tu es sur la thématique de l'IMO et de l'invest. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter et je te remercie d'être là aujourd'hui. Déjà, on va commencer. Ma chère Stéphanie Clémenceau, présente-toi, délivre-toi, dis-nous tout sur toi, on veut tout savoir. Bah écoute, t'as déjà dit un petit bout. Effectivement, moi, mon job, c'est d'accompagner les dirigeants d'entreprise à développer leur marque perso en ligne. Donc, je suis freelance depuis bientôt 3 ans. Je suis ghostwriter, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, en fait, j'écris dans l'ombre pour des dirigeants d'entreprise. C'est un petit peu ce que veut dire ce métier, donc principalement sur LinkedIn, mais je fais aussi de la newsletter en format un peu plus long. Et donc j'étais spécialisée sur la verticale immobilier investissement sur toute l'année dernière. Et là, récemment, depuis début janvier, je suis en train de lancer un projet avec un associé. C'est un collectif de freelance. Donc en fait, pour faire la même chose qu'on faisait en freelance, mais à plus grande échelle. Le collectif s'appelle Esquad et on accompagne cette fois-ci les équipes à prendre la parole sur LinkedIn parce que en fait, quand le dirigeant prend la parole, c'est top, ça fait de la visibilité pour l'entreprise. Mais quand on multiplie ça par 2, 3, 4, 5 prises de parole, ça fait encore plus de visibilité, encore plus d'opportunités business pour la boîte. C'est la fameuse stratégie Avenger pour ceux qui sont familiers de LinkedIn. Ouais, j'ai cru comprendre un petit peu de cette stratégie. Mais moi, ce que j'aimerais avant, c'est de rentrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi tu en es arrivé à être ghostwriter, en plus dans l'immobilier. Parce que bon, moi, j'ai quand même essayé de travailler un petit peu notre entretien, l'enregistrement. Et, j'ai noté quand même que tu as fait de la restauration. Donc, je veux comprendre, en fait, moi, le chemin on passe de la restauration ou jusqu'à devenir copywriter, ghostwriter dans l'immobilier et l'investissement. J'ai besoin de comprendre un petit peu ce chemin et le déclic que tu as eu. Donc, raconte-nous un peu ça, s'il te plaît. Ok, donc tu veux que je remonte assez loin. Ouais, très loin, le Donc, plus loin donc possible. Ok, on va essayer de faire quand même long story short. Donc effectivement, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans la restauration rapide, chez McDo plus particulièrement. Ouais. J'ai commencé l'été juste après mon bac, tu vois, il me fallait un petit boulot juste pour l'été, un petit job étudiant quoi. Et il y avait un McDo qui ouvrait juste à côté de chez moi, donc je les ai rejoints, j'ai passé l'été, c'était une super expérience. Et puis je suis rentrée à la fac, je suis restée en contrat étudiant le week-end. Ensuite, j'ai arrêté la fac rapidement pour faire finalement un BTS.
Et pareil, voilà, tout au long de mes études, pendant 3 ans, je bossais le week-end et à la fin de mes études, on m'a proposé de passer manager. J'étais bien dans l'entreprise, qui m'avait, fait confiance, voilà, à 20 ans, quand on te propose, de prendre, les clés d'un restaurant, de gérer des équipes de 20-30 personnes et tout, c'est assez sympa et enfin, tout dépend d'où tu viens, mais en tout cas, moi, du milieu où Mmh. je venais, c'était sympa et hem et donc j'ai fait ça, j'ai évolué, je suis restée 8 ans au total chez McDo, Ah quand qui est même, ouais. une très, très bonne école, j'ai appris plein de Du choses, service. C'est une très bonne école de service. ouais, de tout en fait, du service, Mmh. ça c'est clair, ça m'a donné une exigence assez élevée, tu vois? Que j'utilise aujourd'hui avec mes clients en fait, des trucs tout bêtes, mais répondre, rapidement à un mail, toujours mettre, la satisfaction du client, avant tout, chercher à trouver des solutions. Bah, tout ça, je l'ai vraiment appris chez McDo, tu vois? Mmh. Et après, plus largement, tout ce qui est, management, gestion d'équipe, gérer les priorités, gestion du temps, organisation, gestion des clients, tout ça, en fait, j'ai vraiment tout appris chez McDo et c'est aujourd'hui des soft skills qui me servent beaucoup, en tant qu'entrepreneur. Et puis, ensuite, voilà, 25 ans, envie de faire autre chose, envie de découvrir un autre monde. Je suis partie dans la grande distrie. Cette fois-ci, j'étais chez Lidl, pareil, sur des postes de management. J'étais directrice, adjointe de magasin. Très Pas belle évident, hein, expérience Lidl, aussi. hein. Pas Ouais, évident quand même, hein. c'est dur aussi, c'est Ah physique, ouais, ouais. mais bon, quand tu viens de chez McDo, en vrai, Mmh. ça va. Pas trop, Déjà, tu vois, c'est pas je trop. débauchais à 20h le soir, ce qui est moins dur que chez McDo où tu finis à minuit, 1h du mat. Bah, c'est les clauses ça, comme on dit à l'époque, Voilà, non? exactement, Ouais, les c'est closes. ça Tu les bossé clauses. toi aussi chez McDo? J'ai bossé durant mes études, ouais, ouais, bien sûr. Donc Ah, je OK, connais donc bien tu le connais un milieu, peu. je Mmh. connais le mi ouais, j'ose imaginer que ça a beaucoup changé, mais je connais, le système quand les mecs venaient, on était chronométrés en caisse. Ouais, Tu avais ton backup de mémoire, je crois que c'est ça les ouais, termes? ouais, Moi, j'étais en exactement. caisse, backup et du coup, putain, en 3-5 minutes, tu devais, je sais plus les stats, mais Ouais, tu les devais temps les temps, c'était en 3 minutes 30. À partir du moment où ah le ouais, client se mettait dans la queue, il devait repartir avec sa c'est commande. ça. Ah, c'était dingue. Moi, quand j'ai appris ça, je dis: «Mais les mecs sont barjots» et en fait, non, c'est possible, non, mais parce que tout est décortiqué, en fait. Chaque opération est découpée, mesurée et qu'à un moment donné, parce que les gens, ils savent pas, mais en fait, le fait de mettre le plateau, le fait de se retourner, de prendre le chaud, le froid, les boissons, en fait, tout ça est découpé donc Mmh. c'est possible, je veux dire, c'est ce que je veux dire. Après, Ouais, 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 je me rappelle, c'est réglé. on nous répétait tout le temps: «Un pas égale une seconde», donc tu devais tout optimiser et cetera. Enfin, Mmh. c'est assez dingue et aujourd'hui, tu vois, j'ai une organisation qui est hyper carrée, millimétrée, ça vient de là, hein, ça vient de mes 8 ans chez McDo. Ensuite, 2 ans chez Lidl, c'est pareil, tout est hyper, contrôlé, millimétré, normé et cetera. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Quand tu es dans le feu de l'action, day to day, c'est pas évident tous les jours, mais voilà, c'était 2 très, très bonnes expériences. Et puis après 2 ans chez Lidl, je suis partie vivre à Londres, parce que, j'avais envie de mieux parler anglais, envie de découvrir, le monde et cetera. Et Ça, donc c'était il là, y a je suis combien de rentrée temps? c'était il y a 5 ans, 2019. D'accord, OK. Donc je suis rentrée chez Paul, la boulangerie, donc un petit peu restauration rapide aussi quelque part. Et là, j'ai recommencé tout en bas parce que je parlais vraiment, très, très mal anglais. Et donc rapidement, au fur et à mesure que mon niveau d'anglais s'est développé, je suis repassée sur des postes de management. Et puis, le covid est arrivé. Donc comme tout le monde qui travaillait dans un restaurant à ce moment-là, je me suis retrouvée, chômage technique, chez moi, à avoir beaucoup de temps pour réfléchir. Et je me suis dit: «Bon, je pense qu'il est temps de tourner un peu cette page de, restauration rapide, grande distrie, qui sont quand même des secteurs qui se rejoignent. J'avais envie d'autre chose. Et donc j'ai repris des études. J'ai fait un bachelor en ligne à distance, tourisme et marketing. D'accord. J'avais envie tu vois, de me reconvertir dans le tourisme. Donc en plein covid, ça paraissait bizarre, mais à Ambitieux. l'ép ouais, mais à l'époque, tu sais, on se disait pas, «Ça va durer 3 ans l'histoire», tu vois? C'était Je vraiment, je vois. quelques mois et tout, mais bon. Et en fait, c'est ce bachelor qui m'a fait découvrir, l'univers du marketing que je connaissais pas du tout, tu vois? À la base, moi, j'ai fait un BTS en vente. Bon, on nous parlait pas marketing du tout, et en fait, ça m'a vraiment passionnée, et puis, comme on était dans cette période de confinement, tout le monde commençait à faire, tu sais, des webinaires, des lives sur Insta et tout pour parler marketing, SEO, enfin tout. Et donc j'ai très vite consommé tout ce que je pouvais sur le sujet. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert le freelancing,
qui était pas du tout quelque chose que j'envisageais, en fait. Enfin, moi, je viens de... enfin, mes parents sont ouvriers et employés, tu vois. En fait, dans ma tête, bah, j'allais être salariée toute ma vie, gravir les échelons du salariat, tu vois, mais me lancer à C'est mon vrai. compte, c'était pas du tout une option. Et là, j'ai découvert bah, qu'il y avait des freelances qui existaient et qu'on pouvait vivre de son activité de prestation de service. Et en fait, dans mon bachelor, je devais faire un stage. Donc j'avais choisi une petite agence de voyage qui était en Irlande. Ils étaient 5. Et donc une conversation avec le maître de stage, enfin, mon entretien, le mec me dit ben, ça serait bien que tu saches un petit peu gérer un site web, WordPress, tout ça. Et moi, j'avais aucune idée, tu vois, de tout ce monde-là. Et donc, suite à cet entretien, je me suis dit, bah, let's go, je vais lancer mon blog. On verra bien, je vais apprendre. Et puis, quand je vais arriver au stage, au moins, j'aurai un peu des connaissances, tu vois. C'est quand même malin parce qu'il y en a beaucoup qui le font pas ça. Ouais, bah, Faut avoir l'idée de le faire. c'est vrai. Ouais, faut avoir l'idée. Et je pense qu'il faut avoir un biais un peu vers l'action, tu vois. Et c'est vraiment Ah ce qui ouais. m'a servi, tu vois. Créer des projets, lancer des choses. Tu sais pas trop où tu vas, mais tu y vas et il se passe forcément des choses en route, tu vois. Parce que même le maître de stage, il était quand même audacieux de te prendre parce que du coup, tu lui as dit quoi pour tes compétences? Il t'a pas Bah, tu pris sais, sur les compétences? j'étais pas payée, donc Ouais, c'est pas trop, voilà. Et en fait, ce qui l'intéressait, c'est que c'était une agence de voyage, ouais, qui était basée donc en Irlande et qui visait des clients français. Donc ce qui d'accord, l'intéressait, c'est que je parlais français et anglais. Donc en bien fait, je sûr. pouvais traduire tout son contenu en anglais, en français. Et j'avais quand même, bah, j'étais en train de faire un bachelor, dans le thème du tourisme, tu vois? Donc Ouais, finalement, le fait que je sache pas, gérer WordPress ou un compte Instagram pro, enfin, c'était pas très grave, tu vois? C'était un plus, mais ce qui l'intéressait, je pense surtout, c'était le fait que je parle français et anglais, plus que tout. Mais au final, ce stage ne s'est jamais fait puisque, bah, on était oh, en covid, les frontières enfin, sont restées fermées pendant hyper longtemps. J'ai jamais pu aller en Irlande. Hem et du coup, bah, je commençais à me dire: «Bah, je vais me lancer en freelance». Il fallait que je rentre un petit peu d'argent et en fait, au milieu de tout ça, j'avais fait une formation de rédactrice web SEO ok, puisque, en fait, donc j'ai commencé à faire mon blog, je me suis rendu compte que j'aimais écrire, que finalement j'avais une aisance pour ça, ce que j'avais jamais réalisé avant, tu vois? Pour moi, c'était juste normal, c'est fou quoi. et 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 bah, en fait, il y a des gens qui me disaient: «Bah, c'est cool ce que tu écris et tout», et moi j'écrivais un article en 2 heures, c'était plié, tu vois? Et je me disais: Ouais. «Bah, quoi, te tout le monde fait ça, non?» Et en fait, non. Non, 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 non. Voilà, donc je me suis formée au SEO pour un peu comprendre, bah, comment rendre un article visible sur Google et tout. Et puis, bah, quand il a fallu rentrer de l'argent, j'ai dit: «Bah, let's go, je sais pas, il y a des gens qui font ça, qui sont payés, on va essayer». Et puis de fil en aiguille, tu vois, une personne de mon réseau qui m'a dit: «Bah, tiens, là, j'ai un client, je peux pas le prendre, est-ce que tu peux faire?» J'ai dit: «Bon, bah, OK, on va voir». Et puis j'ai continué à me former, un premier client, un deuxième, et puis en fait, bah, ça se passait bien, ça me plaisait, et de fil en aiguille, l'activité s'est développée comme ça. Donc sur la première année, j'étais très SEO, tu vois, à faire, des strats SEO et de la rédaction d'articles. Ouais, Ensuite, bah, le SEO, c'est quand même un peu redondant, c'est plus une mmh, rédaction technique que ouais. créative. Au bout Donc d'un j'avais moment, oui, envie, voilà, c'est pas hem, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de plus, et donc là, j'ai découvert plus ce qui est conception-rédaction. Donc ça va être des articles long format, un petit peu, tu vois, journalistiques, donc j'ai mmh, interviewé des experts et j'allais écrire un article, de cette interview-là, tu vois? Par exemple, ou de la newsletter ou du e-book, voilà, des contenus plus longs, du brand content, ce qu'on appelle, dans le jargon. ouais. Mmh. Et donc je travaillais avec, bah, Simon que tu as cité au début, donc Chacun Invest. On a commencé à bosser comme ça sur des articles de blog, assez long format, et puis au bout de 6 mois de notre collaboration, il m'a dit: «Bah, est-ce que tu peux, écrire mes posts LinkedIn? Voilà, ça fait, je travaille avec quelqu'un depuis quelques mois, mais je sens qu'il y a pas le fit, Le fit, ouais. Mmh. je vois que toi tu postes sur LinkedIn, c'est pas mal». Et donc moi je lui dis: «Bah, écoute, j'ai jamais fait, heu, Go quoi. mais ça me plaît, j'aime bien LinkedIn, let's Ouais. go, on teste et on verra bien». Et bah, tu vois, à date, ça fait, 13 mois que j'accompagne Simon, sur son LinkedIn, et voilà, et ça se passe super bien, on a une super relation. Hem et donc voilà comment je suis tombée dans le ghostwriting. D'accord, ouais, c'est cool parce que du coup, là, j'ai vu que tu avais travaillé pour French Morning London, mais Ouais, ça, c'est quoi aussi. ça? C'est quoi? C'est du coup tes stages, un freelance, comment c'était, Non, j'étais free. En fait, bah, pareil, en fait, le fait que j'ai vécu à Londres, hem,
comment c'est arrivé? En fait, mon blog à la base, traitait du sujet de l'expatriation à Londres. Puisque, en Ouais. gros, je me suis dit: «De quoi je vais parler?» Je parle de mon quotidien, tu vois? Et de fil en aiguille, je suis rentrée en contact avec, les personnes qui travaillent à French Morning London et je leur ai dit: «Bah, voilà, moi je traite de sujets d'expatriation, de voyage et tout, peut-être qu'on peut, travailler ensemble» et donc j'ai commencé à écrire des articles pour eux. Au début très, tourisme, parce que c'était un peu, tu vois, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Je me disais: Ouais. «Écrire des articles sur le tourisme, ça va, c'est à mon niveau» et puis, très belle rencontre avec Leïla qui est la rédactrice en chef, elle m'a confié des sujets de plus en plus, techniques, on va dire. Donc tu vois, j'ai rédigé des dossiers sur, la retraite, quand tu es expatrié, au UK, le système de santé au UK, comment ça fonctionne, des choses comme ça et puis, les visas aussi, parce que c'était à la période du Brexit. Hem et j'ai fini par interviewer des fondateurs de start-up qui, s'exportaient au UK et donc D'accord. pareil, tu vois, en fait, c'est un peu ce qui a fait le lien entre pourquoi je suis passée du SEO au content un peu plus brand, on va dire. C'est parce que, finalement, je faisais aussi un peu de journalisme et tout mélanger, ça donnait du brand content et aussi du ghostwriting finalement. Parce que tu vois, j'interviewe des gens, finalement depuis 3 ans pour écrire des articles, et le ghostwriting, c'est ça, hein, c'est interviewer des gens, sortir, vraiment les idées et la moelle substantielle pour après en faire, alors soit un post LinkedIn, soit une newsletter, soit un post Twitter, enfin peu importe, tu vois? La plateforme sur laquelle tu vas partager. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à créer un lien avec ton client, pour sortir, un contenu, original. Ouais, parce que moi j'ai vu que tu avais créé un e-book quand même et je crois que c'est sur l'expatriation aussi. Ouais, Donc c'est que bon je t'avoue que je l'ai pas lu non plus à 100, mais quand même non, tu bien je l'ai fait parcouru. tes devoirs, ouais. J'essaye au minimum de préparer les entretiens, je te l'accorde, Tiffany, je te l'accorde. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, ce que j'aime bien moi de voir, c'est comment on en arrive à de A à Z. Souvent, tu vois, un peu sur les réseaux, sur LinkedIn, on dit un peu ce qu'on veut, mais moi j'aime bien la vraie vie. Et la vraie vie, c'est le parcours des gens, c'est comment tu es arrivé. Et tu vois, le truc, c'est que si on fait un vrai raccourci, euh, moi je te vois sur LinkedIn, je vois que tu écris des posts, je connais pas les stats, mais bref, si je fais un résumé, tu passes de la restauration à ghostwriter en LinkedIn. Non mais Ouais. c'est quoi le chemin quoi? Non, il y a un Y a long pas chemin entre les y 2. a et voilà, et c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que la vraie vie, eh ben, c'est des étapes, hein, c'est un chemin et ça se fait pas du jour au lendemain. Et alors, le Covid a eu beaucoup, a été un point d'ancrage pour beaucoup de personnes, dans beaucoup de sens. Et c'est un peu le dénominateur commun de ces dernières années sur le freelancing. Il y en a beaucoup qui se sont lancés, Mmh. d'autres écrits suite ou plus ou moins. Mais c'est les gens, ils veulent comprendre. Et moi, je veux comprendre ça. C'est pour ça que ton e-book, je me suis dit, attends, elle a quand même écrit un truc, elle travaille pour French Morning. Du coup, elle a écrit son e-book, donc ça veut dire qu'à un moment donné, à côté de ça, tu as construit aussi ta marque personnelle, entre guillemets, Mmh. de dire je sais faire et regardez les gars, l'e-book que j'ai créé. Quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça très pertinent en tout cas. Écoute, merci et ouais, en fait, l'idée, c'est toujours d'avoir des projets, de faire des choses et c'est ça qui me permet de progresser, tu vois? Effectivement, quand j'ai écrit l'e-book, donc il fait, 80 pages, je crois, c'est vraiment, le guide, pour s'installer au Royaume-Uni et donc c'est un produit que je vends, tu vois? Que je vends 21 € sur mon blog que je ne enfin, j'écris plus rien sur ce blog depuis 2 ans et je savais quand je l'ai lancé que enfin, ça allait pas me faire devenir riche, tu vois? Et que T'en vends j'avais toujours? aucune ambition de quoi? T'en vends toujours? Ouais, j'en vends à peu près un par mois en moyenne, Ah parce ouais, que j'ai un article qui est bien référencé sur, les démarches pour s'installer au Royaume-Uni c'est et cool. donc Hein. le truc tourne tout seul, tu vois? Et j'en vends un par mois, donc ça me fait 20 € de CA. On est loin du truc qui va me faire vivre, mais en fait, tu vois, ce e-book, en fait, déjà, c'est le premier gros contenu que j'ai créé, où il a fallu que je fasse toutes mes recherches, que j'organise tout, que je crée du coup, un fil conducteur, tu vois? Quand tu écris Mm. 80 pages, il faut quand même que tu organises, les idées, hem et c'est un travail aussi, sur le long terme. Tu mets pas une journée à écrire ça, tu vois? J'ai mis plusieurs semaines, garder la motivation pour aller au bout du projet et une fois que le truc est sorti, que j'avais terminé et ben, tu vois, j'avais augmenté mon niveau de «confort» entre guillemets, de me dire: «OK, voilà, je suis capable de faire ça». Et après, tu vois, je l'ai proposé par exemple à un client, pour Simon notamment, j'ai écrit un e-book, il y a quelques mois et en fait, quand je suis arrivée face à lui et dire: «Bah, tiens, regarde, je pense qu'on a, tel et tel,
problème entre guillemets à résoudre en termes marketing. Je pense qu'un e-book c'est pertinent pour telle et telle raison. Bah voilà comment je l'imagine, voilà ce qu'on peut faire. Et tu vois, j'avais plus confiance en moi pour lui pitcher le truc. Et en fait, bah, c'est passé naturellement parce que je l'avais déjà fait. Et je pense que c'est ça, c'est Du un coup, peu ma tu lui as vision des vendu choses. à 1 € hors taxe. Voilà, à peu près. C'est ça. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est sûr qu'en fait, le fait de faire aussi en parallèle les choses et du coup, ça crédibilise forcément l'expertise par la Ouais. suite. C'est évident. Mais du coup, tu es passé de la restauration à l'expatriation, à l'investissement et à l'immobilier. Alors, est-ce que c'est avec Chaka, mais où tu avais une appétence pour l'immobilier ou pas du tout? Ouais, alors, j'avais une appétence pour l'immobilier. Enfin, déjà, mon père, je l'ai toujours vu, faire, des projets. Alors, pas des projets, il a construit des maisons, mon père, si tu veux. Donc déjà, il a construit notre première maison, avant que Ouais, je naisse et puis ensuite, quand j'avais tu vois, entre mes 10 et 15 ans peut-être, il avait un projet où il a construit 2 maisons pour les mettre en location. ouais, Donc j'avais un peu toujours cette fibre de me dire, alors déjà, il faut être propriétaire dès que possible, et puis bah, faire de l'investissement immobilier pour préparer sa retraite et tout. Donc j'avais un peu ça dans un coin de ma tête. Quand j'avais 25 ans, j'ai acheté mon premier appart, ma résidence principale. À l'époque, j'étais en CDI, que j'ai revendu 5 ans plus tard. Et après, bah, je me suis lancée en indépendante et tout. Donc l'investissement IMO, c'était plus un sujet pour moi parce que je pensais pas pouvoir faire de crédit. L'histoire avait fait autre chose, on verra après, mais c'est quand même un sujet qui m'intéressait. Et ouais. puis, par le hasard, j'ai commencé à travailler avec un premier conseiller en gestion de patrimoine. Tu vois, D'accord, j'écrivais oui. ces articles de blog. C'était au tout début de mon activité. Pour French Comment Morning tu, aussi, comment tu l'as eu, lui, par exemple? Parce que du coup, sur tu étais LinkedIn. sur LinkedIn, ouais. Ouais, parce que tu Ouais. n'étais pas identifié à 100% Non. Bah, en encore. fait, alors ça a commencé, en fait, le tout premier truc, c'est j'ai écrit un article pour French Morning sur le sujet de, je sais plus exactement, mais c'était, je crois, un rapport avec l'immobilier quand tu étais, français expatrié, tu vois? D'accord. Peut-être investir, investir en France en habitant au UK ou quelque chose comme ça. D'accord, ah Et oui, pour effectivement. écrire cet article pour French Morning, je devais interviewer quelqu'un qui s'y connaissait. Et donc, via Facebook, je crois, j'ai trouvé ce conseiller en gestion de patrimoine qui était spécialisé sur la niche des expats. Ok. Je l'ai interviewé, j'ai écrit l'article, et puis après, bon, chacun a continué sa vie. Et peut-être 6-8 mois après, je fais un post LinkedIn en disant bah, by the way, je peux écrire vos articles de blog, tu vois, quelque chose comme Ouais. ça. Et ce mec tombe sur mon post et donc me contacte et il me dit bah écoute, j'ai besoin d'un coup de main. Hmm. Et donc, on commence à travailler ensemble. J'écrivais un article par mois pendant 6-8 mois, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, rien de fou, c'était une toute petite Ouais. mission, mais bah, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus, tu vois, à ce milieu de l'investissement. Euh, et puis ensuite, à titre perso, je lisais beaucoup, tu vois, j'étais abonnée à Snowball, par exemple, et ça me passionnait. Ouais. Très, très, très belle newsletter, d'ailleurs. Ouais. Ouais, très très belle newsletter. Hmm. Et ensuite, bah, est arrivé Simon avec Chaka, donc c'est moi qui les ai démarchés. Tu vois, donc j'avais quand même une volonté de travailler avec des boîtes dans ce milieu-là. Bien sûr. On a commencé à bosser ensemble pas mal. J'ai rebossé avec un conseiller en gestion de patrimoine derrière pour créer son site, tous les contenus sur son site. Ça, je l'ai perçu. Euh, Tu fais des sites aussi. En fait, ouais, non? alors c'est pas quelque Oui. chose que je mets en avant. Ouais, voilà. Parce que Je sais faire, si tu veux. d'accord, ouais. Euh, Et tu En sais fait, faire comment? Tu fais un globalement, Webflow ou tu fais un WordPress? C'est non, là-dessus non, qu'il y a c'est pas moi qui fais le site. Ah, C'est en fait moi globalement, je suis capable de faire tous les contenus. ok, Tu as oui. besoin de newsletter, une page de vente, un article de blog, du LinkedIn, je peux tout faire. C'est pas ce que je mets en avant parce qu'en fait, bah, plus tu fais de choses, moins les gens ils comprennent ce que tu fais. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais que du LinkedIn, aussi parce que c'est ce que je kiffe le plus. Mais ça m'arrive de créer des sites de A à Z et quand je fais ça, bah, du coup, je m'entoure de d'autres freelances. Donc j'ai une graphiste web designer qui fait toute la partie visuelle et un développeur WordPress qui fait la partie technique. Et du coup, D'accord. à 3, on fait le site. Mais, Heu, mais pourquoi tu dis que LinkedIn, bon, tu aimes ça, mais pourquoi sur un autre, comment dire, un autre format, je sais pas moi, les formats, ouais, là, c'est sûr qu'on parle de l'écrit, mais pourquoi Instagram, on pourrait pas peut-être, non, ce serait pas pertinent de faire je sais pas, du ghostwriting sur Instagram ou sur d'autres plateformes que LinkedIn? J'ai alors l'impression que la gros tous les ghostwriters sont là-dessus, mais pas sur les autres plateformes.
En fait, la différence alors le ghostwriter, il peut agir sur LinkedIn, Twitter, et après format long, ça va être de la newsletter, personnelle, D'accord. donc Mmh. signée du nom, tu vois, de la personne, pas une newsletter de marque et pourquoi pas des articles, tu vois, d'opinion. Typiquement, une tribune, dans Madines, par exemple, elle pourrait totalement être écrite par un ghostwriter et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas Mmh. qu'il y ait, pas mal de fondateurs de startups qui fassent appel à des ghostwriters pour ça. Ça peut être aussi, par exemple, un TEDx. Tu besoin, tu vas faire Ouais. ton TEDx, tu as besoin de quelqu'un pour écrire ton truc, tu fais appel à un ghostwriter. Ça va être un discours, je sais pas, on te remet un prix, tu as besoin d'écrire un discours, tu fais appel à un ghostwriter. Et en fait, tous ces formats-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est que c'est une personne, en son nom propre, qui va s'exprimer. Alors que sur Instagram, évidemment, tu as des personnes en leur nom propre, mais globalement, quand on parle d'entreprise, on voit plutôt les marques. Et c'est pour ça que c'est plutôt des community managers qui vont Ouais, d'accord. créer du Mmh. contenu, etc. Et donc, tu t'exprimes pas de la même façon quand tu parles au nom d'une marque que quand tu parles au nom d'une personne physique. OK, mais parce qu'en fait, tu vois, moi, bon, LinkedIn, nous, on y est, on essaie effectivement de se créer une audience, ça c'est clair. Mais ce que je remarque, c'est que c'est pour répondre, parce que du coup, moi, j'ai parlé autour de moi que j'allais interviewer ghostwriter, copywriter, parce que j'en ai eu sur l'autre podcast aussi. C'est aussi toujours de se dire comment tu fais pour rentrer dans la tête du CEO. Comment tu fais? Parce qu'en fait, écrire pour soi, alors je sais pourquoi on peut faire appel à une prestation comme ça, je le comprends à 1000%, mais le truc, c'est heu, chacun a son écriture, son ton, sa façon, et du coup, la difficulté pour moi, c'est de retranscrire l'état d'esprit, le verbe, le côté subjectif, Mmh. du dirigeant ou du chef d'entreprise, ou du voilà, c'est comment tu fais, ou comment tu fais? Ouais. Alors, il y a 2 façons de faire parce qu'il y a 2 types de clients. Mmh. Le premier type de client, ça va être, vraiment le dirigeant d'entreprise qui a pas le temps, qui aime pas trop écrire, qui sait il a des choses à dire, il a envie de communiquer sur LinkedIn pour sa notoriété, pour générer du business, et cetera. Hem et lui, il va vraiment me faire totalement confiance et rarement changer une virgule quand j'écris quelque chose. Et donc en fait, on va passer beaucoup de temps ensemble. Tu vois, il y a une première quand on commence juste à collaborer, ben, hem il y a cette phase un peu d'apprendre à se connaître, de vraiment comme quand tu rencontres quelqu'un. Alors, vraiment avec un niveau, d'intimité parfois assez proche, hein. J'aime bien dire que, ça ressemble un peu à des conversations avec ton psy, tu vois? Je vais poser vraiment des questions assez perso, alors sans rentrer dans le perso, mais tu vois? Ouais, je Comprendre, OK, comprends. pourquoi tu as créé ta boîte? Vraiment, tu vois? C'est quoi qui t'a fait ce Mmh, déclic-là? Souvent les d'accord. entrepreneurs, c'est pas juste: «Bah, j'ai vu de la lumière» et tu vois? Non, ils ont un vrai pourquoi en eux qui les a poussés à créer leur boîte, donc vraiment comprendre ça. Quels sont, tu vois, les problèmes que tu résous avec ton service, ton produit, pourquoi tu as décidé d'adresser cette problématique-là, de quelle façon, pourquoi tu es meilleur que les concurrents, pourquoi tu es différent, et cetera. Il ne faut pas s'arrêter à la première couche. Donc souvent, ça donne des conversations qui sont assez denses. Hem, Tu vois, toi, dans ton cas, ben, OK, tu fais de l'immobilier clé en main. Tu fais pas juste de l'immo clé en main. Tu as décidé de le faire avec de l'impact. Bah, OK, pourquoi, en fait? Pourquoi tu as choisi cet angle-là? Hem, il y a certainement plein de choses à creuser derrière. Tu as certainement un engagement écologique, et du coup, bah, c'est intéressant de voir, OK, toi, personnellement, qu'est-ce que tu mets en place dans le day to day? Est-ce que tu es très écolo? Est-ce que tu es plus, un peu nuancé, et du coup, ça évoque aussi des questions intéressantes parce que personne n'est jamais blanc ou noir. Donc tout le monde a un peu ses paradoxes, et donc voilà, toutes les semaines, ça donne des conversations. J'enregistre toutes ces conversations. Moi, en amont, tu vois, on a évidemment défini une ligne éditoriale, j'ai pas à préciser, hein, le but, c'est pas de partir dans tous les sens. Non, non, mais Hem, tu fais bien de mais le préciser, mais moi je l'avais compris, mais mais ouais, voilà, bien en gros, c'est préciser. ça, tu vois? On va avoir défini des sujets, et cetera, des objectifs, avec la prise de parole, et en amont de chaque appel, chaque semaine, je vais arriver avec, des thématiques, des idées de posts, et je vais te poser des questions sur tel sujet. Le but, c'est de faire parler le plus possible, le client, pour, capter, en fait, bah, déjà son opinion sur le sujet, capter des verbatims, des punchlines, et ensuite, une fois donc j'enregistre, on finit le call et je me repasse le call et j'écris D'accord, tout ce que le client a dit, tu vois? J'écris et ensuite je vais faire du copywriting, ce que j'appelle sur le post. C'est-à-dire que, tu vas avoir une opinion sur un sujet,
Si je le balance comme ça sur LinkedIn, ça va pas marcher parce que bah voilà, on connaît comme toutes les plateformes, LinkedIn, ça a des codes. Et mon rôle en tant que ghostwriter, c'est de maîtriser ces codes-là, de voir quelles sont les tendances pour amplifier au maximum le message que tu veux faire passer. Donc je vais essayer de travailler l'accroche pour que ça donne envie au lecteur d'appuyer sur le fameux voir plus. Je vais essayer de travailler un déroulé qui capte l'attention du lecteur tout le long, puis une conclusion qui va être impactante, qui va l'amener à laisser un commentaire, à mettre un like. Euh, et pareil, trouver aussi le juste milieu entre les posts plus storytelling qui vont faire de la visibilité, qui vont créer du lien avec l'audience, et les posts plus expertise qui vont créer du business, qui vont amener des gens à t'envoyer un DM, à te dire ok, bah, j'ai besoin de votre service, est-ce qu'on peut travailler ensemble. euh, voilà. Donc, voilà comment j'arrive à sortir vraiment la moelle. Et après, pour capter le ton, les premiers posts, en général, il y a beaucoup d'allers-retours. C'est normal parce que j'ai besoin aussi, tu vois, de temps pour comprendre qu'est-ce que mon client, il aime pas. Mais en général, au bout de 3-4 semaines, il y a très peu de retours. Et tu vois, par exemple, Simon, bah, ça fait 13 mois qu'on travaille ensemble. J'ai écrit, je sais pas, 150 posts Ah, mais là, pour lui, tu vois. ouais, Aujourd'hui, je suis presque j'ai capable fermé là. de ouais, je suis presque capable d'écrire un tu vois, il y a un sujet d'actu, je peux te dire Mm. exactement ce que Simon il en pense, tu vois? Parce que en fait, Ouais, on a tellement échangé bien sûr. qu'on a noué cette relation et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que la relation entre le ghostwriter et le client, plus elle dure, plus le ROI il augmente des 2 côtés. Mm. Tu vois, bah, en fait, avant on se voyait toutes les semaines, maintenant on se voit que toutes les 2 semaines. Ouais, oui. Parce que un seul call, bah, en fait, on a plein d'idées et du coup, moi, derrière, j'ai plein de substances pour sortir des posts. Parfois, ça peut être juste un vocal WhatsApp, en mode, bah, t'as vu passer cette actu, voilà mon opinion, boum, 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 et moi, derrière, je peux en sortir un post. Non, mais je comprends mieux parce qu'en fait, moi, la réflexion que je me fais, c'est que quand même l'immobilier ou l'investissement, alors peut-être que je me trompe, mais tu, il y a quand même des sujets techniques. Et sur LinkedIn, là, moi, j'y suis depuis pas longtemps, hein, donc depuis quelques mois, je veux dire 3-4 mois, je me rends compte qu'en fait, il y a des gens qui veulent quand même de l'expertise. Et je me dis que un ghostwriter, comment dire, alors naïvement, hein, et reprends-moi d'ailleurs, si d'ailleurs je me trompe, hein, puisqu'il y en a qui font appel à toi, mais qu'à un moment donné, il faut quand même, dans l'immobilier, tu as quand même si on parle de fiscalité, si on parle de certains points techniques pointus, les gens, moi des fois, j'ai manqué une virgule ou un truc en fiscal parce que j'ai eu la tête en l'air et je me suis fait reprendre hein, de suite. Hein. Donc je me dis que est-ce qu'il faut absolument avoir une expertise dans le domaine, donc là on parle d'immobilier d'investissement, mais ça peut être dans n'importe quelle verticale, ou, euh, ou pas? Et comment tu fais pour t'alimenter? Alors, est-ce que déjà l'immobilier c'est une passion et du coup tu te nourris par des formations, des livres, que sais-je, ou tu arrives malgré tout, avec de l'actu comme tu dis, à faire des articles, quoi. Alors, je pense qu'il est très important, c'est d'avoir une appétence pour le sujet. Mm. Clairement, ce serait difficile pour moi d'écrire sur l'immobilier et l'investissement si c'est un sujet qui ne m'intéressait pas. En Ouais. plus, comme tu le dis, c'est un sujet qui est technique, sans être hors de portée. Tu vois, moi, par exemple, je ne travaillerai pas avec des avocats parce que pour moi, tout ce qui est juridique, tout ça, c'est trop et ça, honnêtement, ça me casse la tête, tu vois. Je crois qu'ils n'ont Donc, pas j'ai pas beaucoup envie de métiers de faire, plus, non, en plus. bah, Si? il y a quelques-uns, mais je pense qu'il y a Ouais. une place à prendre s'il y en a qui nous écoutent. Pareil, le domaine scientifique, tu vois, tout ce qui est médical, machin, ça m'intéresse pas. Et du coup, je vais pas aller me documenter dessus. Et honnêtement, bah, discuter pendant 1 heure avec un médecin, je pense que ça Ouais. m'intéresserait pas trop, tu vois. Par contre, bah, j'adore l'immobilier. Comme je te disais, je lisais Snowball et je lis toujours Snowball d'ailleurs. Je suis abonnée à plusieurs newsletters IMO, plusieurs créateurs IMO, parce que, ok, j'en ai fait ma niche, tu vois, mais vraiment parce que ça m'intéresse. J'ai fait un investissement IMO l'année dernière, tu vois, et j'ai autour de moi des investisseurs, on parle souvent immobilier, euh, donc c'est quelque chose qui m'anime, et finalement, Mm. quand j'échange pendant 1 heure avec mes clients sur l'IMO, bah, je kiffe, quoi, tu vois, et je pense que c'est ça qui est important. Ensuite, sur la notion d'expertise, en fait, c'est pas mon rôle d'être experte sur la thématique du client. Moi, mon D'accord. rôle, c'est d'être experte en marketing de contenu, c'est d'être experte sur LinkedIn, le personal branding, et de pouvoir apporter, du coup, oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, peut-être qu'on devrait faire telle ou telle stratégie marketing. Et le client, lui, son rôle, c'est d'amener son expertise
métier, si tu veux. Et c'est bien d'avoir ces 2 là parce que, quand tu es aussi expert dans un secteur, tu as le syndrome de l'expert. Hem Et notamment quand tu fais du B2C, je pense que ce qui est ton cas, bah, parfois tu peux être peut-être trop technique dans tes posts et en fait tu vas t'adresser à, bah, des clients qui justement eux, ils vont te payer parce qu'ils ont pas ce niveau d'expertise et en fait, ils ont pas vocation à devenir demain professionnels de l'immobilier, tu vois? Eux, ils veulent juste avoir un projet géré de A à Z. On est d'accord et on essaie d'être comment dire, je pense un peu tout le monde dans le boîte de clé en main essaie de l'être quand il communique, c'est d'être le plus vulgarisateur, le plus Ouais. évangélisateur possible. Heu, ce qui est pas évident et puis après il faut aussi de se démarquer parce qu'on parle de Simon, mais Simon on est j'aime beaucoup je l'ai jamais rencontré, mais le personnage a l'air très agréable, donc on se suit un peu, je pense, de loin. Mais il faut aussi se démarquer d'eux parce que, il Ouais. faut aussi avoir sa patte, son comment dire, son l'expertise, je pense que tout le monde l'a plus ou moins, à une Oui, bien échelle sûr. plus ou moins grande. Et je pense que les gens, heu, je pense que c'est pas qu'il y a pas de concurrence, c'est que je pense que tout le monde est différent. Le ton, moi, il y en a qui vont pas aimer Simon, il y en a qui vont pas aimer Mickaël et vice versa. Je pense que chaque cas est différent. Donc moi, je le vois plutôt comme ça. Et d'ailleurs, on en parle librement. Tu vois, des concurrents, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Par contre, il faut que chacun trouve sa différence. Et je trouve que c'est ça qui est difficile, pour être transparent. Parce qu'en OK. fait, même si tu as ton propre ton, même si on est sur l'impact, même si, il faut trouver sa différence. Et du coup, c'est là où je veux dire que des ghostwriters et des copywriters, vu qu'ils sont pas autant experts, si tant est qu'on soit des experts, je veux dire, voilà, c'est pas. Mais ils ont un œil peut-être un peu plus, un dézoom, et donc du coup une vue un peu plus, je veux dire, un peu plus large. Ouais, exactement et c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, bah, il y a plusieurs acteurs qui font, ce que tu fais et là, tout l'intérêt, en Des fait, du milliers, personal tu veux dire. branding. On est des Ouais, milliers. ouais, c'est vrai. Des milliers, mais c'est là tout l'intérêt du personal branding, en fait. Exactement, c'est-à-dire que tu vas, parler d'immobilier, mais à la façon Michael, tu vois? Et Simon, il va en parler à la façon Simon et tous les autres, ils vont en parler de leur façon et en parlant un petit peu de toi, de, bah, encore une fois, ce qui t'anime, un peu de côté perso, de je sais pas, si tu aimes, les sports outdoor, par exemple, un Mm. post de temps en temps en disant, «Ben, j'ai fait une rando ce week-end, voilà, qu'est-ce qui s'est passé?» et cetera. Bien sûr, ouais. Bah, en fait, tu crées du lien, tu vois, avec ton audience et c'est ça qui va donner aux gens l'envie de bosser plutôt avec toi qu'avec une autre boîte, pour un service qui va être équivalent. Mais et je pense que les gens, ils ont de plus en plus envie de ça, tu vois? Hem, Ils en ont marre de voir des marques, ça fait des décennies et des décennies qu'on prend de la pub dans tous les sens. Il y a des abus marketing et cetera et en fait, on a besoin de revenir à: «OK, qui sont les gens derrière les marques? Avec qui concrètement je vais travailler si je signe avec cette boîte-là?» Et donc toi, bah, si tu postes, toutes les semaines sur LinkedIn, bah, déjà, tu vois, je te connais un petit peu plus et je sais que si je signe, avec ta boîte et ben, on va avoir, peut-être si je sais pas, on se rejoint sur tel ou tel sujet, donc j'ai plus envie de venir avec toi qu'avec le concurrent. Alors ça, je suis d'accord. C'est pour ça que je pense que les gens communiquent. En fait, Tout à fait. je je pense surtout que il faut les boîtes doivent devenir un média, mais à leur niveau. Je dis pas qu'il faut Mmh. devenir un média comme TF1 ou voilà, mais je pense un média dans le sens où il faut créer une marque. Alors, la marque personnelle du dirigeant, comme on peut faire avec des concurrents ou quoi, on le fait, mais ça a ses limites. Je pense que la boîte doit être au-dessus du dirigeant. Mais il faut pas se mentir, la marque personnelle de l'un des dirigeants, parce qu'on est quand même on est deux associés, euh, doit, comment dire, celui qui a le plus d'attrait doit aussi pouvoir peut-être se mettre un peu plus en avant pour pouvoir que les gens s'approprient aussi un humain derrière la boîte. Mmh. Mais pour moi, la boîte doit être au-dessus. C'est un peu comme le Barcelone, c'est le club qui est au-dessus des joueurs et pas l'inverse. En tout cas, moi, c'est ma. Bah, et je pense que les 2 peuvent être forts, en fait. On est d'accord, il y avait Messi et Barça, donc il faut Ouais, bien qu'il y ait une boîte. exactement. Je donne Tu vois? l'analogie du sport parce qu'il y a beaucoup de parallèles que j'aime bien avec le sport. Mais moi, là où je voulais t'emmener, c'est que c'est aussi sur LinkedIn. J'ai eu l'impression qu'il y avait un peu une âge d'or d'il y a 2 3 ans, c'est-à-dire les riches, les algos, les machins, tout le monde disait. Et je vois certains influenceurs sur LinkedIn qui ont, je sais pas, des milliers et des milliers, mais sauf qu'ils étaient là il y a 3 ans. Et quand on leur demande si tu te lances aujourd'hui, ils te disent, bon, ben, je sais pas si je referai les mêmes scores. Mais ils te vendent le truc. Donc,
soit, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, est-ce que, je vais te poser une question un peu très naïve, c'est aujourd'hui, on y est, comme des boîtes comme Chaka, comme Green Living, est-ce qu'on peut performer sur LinkedIn? Voilà, parce qu'aujourd'hui, tu te lances, là, moi, je me lance, bam, est-ce qu'on peut performer avec l'actualité ou on change de format? Moi, c'est des questions que je pense que tu dois avoir tous les jours ou Ouais, quasiment, c'est quasiment toutes les semaines. très intéressant, je suis contente que tu poses cette question. J'ai fait un post hier sur le sujet. Ouais, Effectivement, on va pas se mentir, LinkedIn, c'est plus ce que c'était en termes de reach, hein. ouais. On l'a tous vu déjà sur la fin d'année dernière. Ça a commencé un petit peu à ralentir. Et là, moi, enfin, depuis le début de l'année, c'est un effondrement de mon côté. Et je discute avec d'autres créateurs et c'est la même chose. Mm. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand tu développes une marque personnelle, en fait, c'est du long terme. C'est pas sur 3 mois, c'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça va au-delà des impressions et des likes, tu vois. C'est en fait être là toutes les semaines dans la consistance et passer devant les yeux, tu vois, de ta cible. Ça va être ce prospect qui, surtout toi dans l'immobilier, en fait, c'est un cycle de vente qui est long. On ne décide pas Long, d'investir du jour au lendemain, tu vois. je te le confirme, très long, ouais. Ouais, Même la personne, exactement. on n'y arrive pas. Donc en fait, il faut que la personne qui se dise ah peut-être que je vais investir là, j'ai 20 000 30 000 euros, je sais pas trop quoi en faire. Bah boum, elle tombe sur ton contenu, elle va s'abonner, ok. Et puis elle va réfléchir, elle va dire est-ce que je vais peut-être les placer en bourse, est-ce que je vais faire de l'IMO. Bon, si je fais de l'IMO, quelle solution je vais choisir, etc. Et puis toi, tu Bien vas sûr. passer toutes les semaines devant ses yeux. Et puis dans 6 mois, elle va se dire ah ben c'est intéressant, peut-être ce que Michael il dit et tout. Ok, bah prenons rendez-vous. Là, Mm. tu vas commencer à lui parler. Et puis, elle va encore réfléchir. Et puis 3 mois après, bon, ça y est, c'est le bon moment. Et comme tu as continué à passer devant ses yeux, elle va revenir vers toi plutôt que vers une autre personne, tu vois. Mais ça, en fait, il faut être là sur le long terme, sur la régularité. Et je pense que même si, évidemment, le reach n'est plus ce qu'il était, ceux qui vont persévérer, ils verront toujours les bénéfices, tu vois. Tu vois, j'ai un client où, en fait, c'est ses commerciaux carrément qui lui disent non, mais il faut que tu continues à publier sur LinkedIn parce que nous, on arrive en call de vente, c'est plus facile pour nous parce que les gens, ils ont vu tes posts, ils te connaissent et donc on arrive plus facilement à closer, tu vois. C'est un média qui va t'inviter ou un podcast qui va t'inviter et te dire ok, j'aimerais bien avoir ton opinion sur ça et ça. Et du coup, ça te donne de la visibilité. Ensuite, je pense qu'il faut faire aussi du cross-platform, c'est-à-dire que LinkedIn, c'est bien, mais t'es que locataire, les abonnés, ils t'appartiennent pas. Donc avoir une newsletter à côté, c'est pas mal, parce que du coup, t'es propriétaire des adresses mail. Et tu passes d'un format court à un format long. Encore une fois, tu crées du lien encore plus avec tes abonnés. Euh, et après, aujourd'hui, c'est LinkedIn. Si demain, ça doit être une autre plateforme, ça sera une autre plateforme. Mais globalement, pour moi, le game de développer sa marque perso, en 2024, tu peux pas passer à côté, tu vois. Je pense qu'il faut chercher peut-être la plateforme qui marche le plus. Un podcast, comme tu es en train de le faire, je pense que c'est hyper pertinent. C'est un format long, tu es dans les oreilles des gens pendant 45 minutes, 1 heure. C'est un engagement de ouf, tu vois. Et tu vois, pour être honnête avec toi, moi, je ne ferai que ça. Je ne ferai que du podcast. Mm. Moi, ça fait 10 ans que j'en écoute. Je salue une des personnes que je cite très rarement, mais c'est Antoine BM que je suis depuis. Le mec, je crois que je sais pas s'il est connu du monde de l'immobilier, mais c'est un type qui est un influenceur. Je veux dire, je sais pas comment d'ailleurs je pourrais le catégoriser, mais c'est un type, il a vendu des trucs sur des podcasts. Moi, à l'époque, je l'écoutais, je dis, mais il est sérieux. Il parlait d'entrepreneuriat. Et à l'époque, j'étais salarié. Mais pour dire que le podcast, moi, je ne ferai pas de LinkedIn, d'Instagram, je ferai rien du tout. J'adore ce format parce qu'en fait, on peut comprendre, comme tu disais tout à l'heure, le pourquoi des gens. Alors, bon, là, Mm. c'est moi l'intervieweur, mais je veux dire, on parle, on échange. Et ça m'est arrivé d'être dans d'autres podcasts. Et donc, tu fais passer des idées. Mais le problème du podcast, c'est qu'il faut le faire connaître, il faut le diffuser. Il Exactement. n'y a pas d'algo, donc le problème il est là. Donc si un jour il y a un algo qui sort, si Apple et Spotify nous écoutent, hein, on serait preneur d'un algo qui sort, parce que moi je ferai que ça, parce que c'est ce qui permet de faire passer des idées, et surtout je pense que la voix porte beaucoup, et puis maintenant tu peux mettre la vidéo, ce qu'on fait là, donc non, malheureusement, il faut jouer avec l'époque qu'on vit et avec les règles qu'on nous donne. Et tu es obligé d'avoir des diffuseurs, comme je dis, et LinkedIn en fait partie.
Alors que Ouais, exactement. En fait, maintenant avec on voit de plus en plus de podcasts arriver sur YouTube, mais en termes complètement. de tu vois, c'est en vrai, faire un podcast audio, c'est facile. Tu prends, 2 micros, tu t'enregistres, boum, tu balances une piste, tu vois? Tu Mmh. peux avoir un monteur, mais même si tu veux pas de monteur, ça se fait. Quand tu passes sur l'audio, tu rentres dans un autre game quand même. Mais je pense que, quoi qu'il arrive, il faut un format court pour que les gens puissent te découvrir. Parce que en fait, écouter un podcast pendant 1 heure, que ce soit sur YouTube ou Spotify ou peu importe, c'est un gros engagement, tu vois? Donc il faut Mmh. donner une raison aux gens de lancer un épisode qui va durer 1 heure. Donc ils ont un besoin avant de te découvrir un petit peu, tu vois? Avec, du «small talk» entre guillemets, donc ça va être un post LinkedIn, ça va être un short, YouTube, un reels Instagram et finalement c'est vraiment la pyramide de contenu, hein. Au début tu as un truc court qui va, capter et te faire découvrir. Ensuite tu as un contenu plus long qui va être du brand content, podcast, vidéo YouTube longue, newsletter et ensuite tu as ton contenu de conversion qui va être plutôt la page de vente ou l'email de vente, pour amener ton prospect à acheter, quoi. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu vois bien LinkedIn, il y a une baisse de reach. D'ailleurs, moi, je ne suis pas à Mmh. ces stades, j'en sais rien si c'est. D'ailleurs, je te crois sur parole, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, c'est ton cœur de business, LinkedIn. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si LinkedIn change son algo et que le reach. D'ailleurs, je fais peut-être une parenthèse, mais pourquoi, quel est leur intérêt de changer le reach avec LinkedIn? C'est quand même de gérer de l'interaction, des engagements. Du coup, c'est quoi derrière qui fait qu'on a de l'engagement, tu vois? Euh, je ne sais pas si ma En question fait, est précise, mais c'est quoi leur il y a quoi intérêt? Enfin, derrière? si tu veux, le cycle de vie d'une plateforme comme LinkedIn, comme tous les autres réseaux sociaux, pardon, hem, c'est en fait, au début, ils ont besoin d'attirer beaucoup de gens sur leur plateforme. Tu vois, par exemple, c'est ce qu'est en train de faire Threads. Les reach, je m'intéresse très, très peu, mais en gros, c'est un nouveau, réseau Ouais, social. Bah, du coup, les reach doivent être assez intéressants parce que il faut attirer des créateurs. c'est le Twitter d'Instagram pour ceux qui ne savent pas. Bon, Ouais, c'est comme ça qu'on peut hem résumer, mais et donc un peu toutes les nouvelles plateformes qui débarquent, tu as des reach qui sont, vraiment faramineux parce que en fait, tout le monde se dit: «Ah ça y est, il faut absolument aller sur cette plateforme» et cetera et puis, bah, de plus en plus, en fait, tu as de plus en plus de créateurs qui arrivent donc en fait, le gâteau diminue petit à petit, même ouais. si le gâteau sur LinkedIn, il est encore immense, qu'on se le dise bien, mais plus tu as de monde forcément, moins il Pourquoi y a de il est immense visibilité encore? par personne. Pour pourquoi il est immense encore? Parce que alors j'ai pas les stats, mais tu vois, il y a peut-être, allez 95 des gens qui sont qui vont sur LinkedIn, qui ne sont Mmh. que en mode, consommateur, qui ne créent pas de contenu. Alors ça, d'ailleurs, c'est bien que tu en parles parce que j'ai l'impression, alors c'est juste une impression moi si je peux, ouais, je vais pas dire créateur de contenu, je pense pas être un créateur de contenu, mais ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a une forme de gens silencieux. Je sais pas comment te dire, tu vois, Ah oui, de mais d'abonnés immense, silencieux. immense. Il y en a plein qui mettent Ouais. jamais un like. Tu sais, moi, enfin, la plupart de mes clients, ils ont jamais liké mes posts, hein. Puis un jour, tu les vois dans tes DM, «Coucou, est-ce qu'on peut travailler ensemble?» Il y a plein de gens en plus sur Ouais. LinkedIn, tu as ce truc de quand tu likes un post, ça va s'afficher dans ton réseau, Ouais. machin a liké le post de et Ouais, donc du coup, tu peux avoir tes collègues, ton patron, tout ça qui voient que tu ouais. as liké un post. Donc tu as ce truc de: «Est-ce que vraiment j'ai envie que la terre entière voit que je suis d'accord avec cette idée?» tu vois? Donc Peut-être que le souvent les français gens a peur avec cette voilà, image aussi. Ouais, exactement. c'est ça. Hem, donc pour reprendre, ouais, le cycle de vie d'une plateforme, donc tu vas avoir beaucoup de gens, puis de plus en plus de créateurs, donc de moins en moins de reach et surtout, bah, il y a un moment où en fait le but de la plateforme, c'est quand même de gagner de l'argent et Mmh. comment elle gagne de l'argent? En faisant des contenus sponsorisés, donc c'est-à-dire que Mmh. les créateurs doivent payer pour, pousser leurs publications. C'est typiquement ce qui s'est passé sur Instagram, OK? Les reach étaient, faramineux. Alors j'étais pas à l'époque dans le game du marketing, mais pour avoir entendu plusieurs personnes en parler, ils postaient, il y avait des millions de vues rapidement, etc. Et puis bah, après est arrivée la monétisation, donc tu peux toujours d'ailleurs faire de la pub, donc payer pour que tes publications elles touchent plus de gens ou elles touchent une cible précise, etc. Et du coup, à partir du moment où, en gros, tu as le choix entre un post gratuit ou un post payant, en fait, c'est quoi le mieux pour Instagram? C'est quand même que tu aies envie de payer pour que ton post il ait de la visibilité. Donc, c'est dans leur intérêt de faire en sorte que l'algorithme organique ait en tout cas moins de visibilité. Mais il faut toujours en garder un petit peu pour motiver les gens quand même à créer du contenu gratuit, mais ils ont envie quand même que tu payes, quoi. Ben, Et je on pense paye qu'avec quand même des LinkedIn, abonnements. Moi, je paye hein, un abonnement tous les mois. Tu vois, c'est sur LinkedIn, comparé à. Ouais, je paye. ouais, mais effectivement, le modèle de LinkedIn est légèrement différent puisqu'il y a Mmh. Sales Navigator, il y a le truc aussi Ouais, pour les recruteurs, etc. Mais la très grande majorité des gens, ils ne payent pas. d'accord.
Heu et ce que je vois, c'est que, tu sais, tu as les publicités LinkedIn, classiques, Mmh. mais là, sont en train d'arriver les posts de profils personnels sponsorisés. Ah, je Tu vois, savais pas du tout. j'en ai vu un, la semaine dernière où en fait c'était, je sais plus qui, un des chefs de chez Microsoft, et le post est apparu, tu vois? Donc c'est son nom et il y avait écrit post, proposé par Microsoft, tu vois? En fait, c'est l'entreprise qui a poussé le post du profil personnel. Donc je pense que c'est pas encore, enfin c'est sûr que c'est pas encore accessible à nous, mortels. Mais en tout cas, on est en train de voir ça. Ça fait, déjà plusieurs mois qu'on entend parler des posts, sponsorisés, sur les profils perso et cetera. Donc je pense qu'il y a cette raison-là, qui fait que l'algorithme change et qu'on a moins de visibilité en organique. Il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de créateurs, donc forcément, ben, de plus en plus de monde, ça veut dire que c'est plus dur d'être visible. Pour moi, c'est les 2 raisons, principales. Parce que toi, tu penses que LinkedIn, on parle de LinkedIn parce que c'est la plateforme dans laquelle tu es, mais est-ce que c'est B2C, B2B, les deux? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de B2B quand même. C'est vraiment. Alors c'est très B2B, Hmm. évidemment. Mais en fait, parce que en gros, tu vas sur LinkedIn pour des raisons pro. Tu vois, quand, par exemple, quand tu es chez toi, le soir et que tu as envie de te divertir, tu vas globalement aller sur Instagram. Si tu ouvres LinkedIn, tu sais que tu vas trouver du contenu qui est en rapport avec le monde professionnel. Tout à fait. Tu vois, tu vas pouvoir t'instruire, j'en sais rien, sur le marketing, la vente, enfin peu importe, mais plutôt pro. Hem, mais en fait, derrière chaque personne professionnelle, il y a quand même un consommateur, particulier. Et donc, quand tu fais du B2C, la question à te poser, c'est: «Est-ce que ma cible, ce sont des gens qui vont sur LinkedIn?» Typiquement, si tu vends, j'en sais rien, des déodorants, spécialisés pour les ados et que ta cible, c'est les 15-18 ans, bon, j'ai envie de te dire, va pas sur LinkedIn, ça sert à C'est rien. sûr, ouais, ça, c'est Par clair. contre, dans ton cas, alors je connais pas exactement ta cible, mais bon, je connais ton milieu, donc je dirais que c'est des gens plutôt aisés, CSP+, qui ont, 20-30 000 € à investir. Donc ces gens-là, globalement, ils sont sur LinkedIn, tu vois? C'est, des cadres de belles boîtes et cetera. C'est des entrepreneurs, qui ont bien réussi et qui ont un peu d'argent à placer et cetera. Et donc même si à la base, ils viennent là pour du B2B, bah, s'ils tombent sur un poste, immobilier, potentiellement, ça peut les intéresser et donc tu peux faire du business. Et C'est sûr. bah, mes clients font du biz, hein, donc je peux te dire que ça fonctionne très bien. Je n'en doute pas du tout. Ouais. D'accord. Et du coup, on l'a évoqué tout à l'heure un peu brièvement, mais du coup, tu as monté une escouade. J'aimerais quand même que tu me parles un peu de tes produits parce que on a compris que tu avais les compétences que tu avais, mais juste pour parler un peu de ce que tu produis, il y a la stratégie Avenger, tu m'as dit, là, j'ai noté, Ouais, et escouade. C'est deux mots-clés. Et ouais, d'ailleurs, oui, je voulais aussi que tu me parles de ton podcast parce que bon, on a parlé que moi je le faisais, mais et puis on est là aujourd'hui sur le grenier, donc normal. Mais voilà, bon, déjà commençons un petit peu par les produits que tu proposes, cette stratégie Avenger, et j'imagine que c'est Esquad c'est la boîte avec qui tu t'es associé en freelancing, si tu m'as dit exactement. que Donc c'est. i Je te laisse mieux le décrire que moi, vas-y. Ouais, donc en gros, Esquad, c'est la boîte que j'ai montée avec un associé qui s'appelle Victor Pelletier, qui est, ghostwriter comme moi à la base. On est freelance tous les 2 depuis, 2-3 ans et on accompagne des dirigeants à prendre la parole en ligne, comme je l'ai expliqué juste avant. Et donc en fait, bon, l'activité marchant bien, en fin d'année dernière, tu vois, on commençait à avoir de plus en plus de demandes et on pouvait pas, prendre plus de clients. Aussi, s'est posé la question de se dire: «Bah, est-ce qu'on a envie de passer à une dimension autre que freelancing?» C'est totalement OK de rester freelance, mais bah, tu peux aussi avoir envie de construire autre chose et nous, c'était un petit peu notre envie. Mm. Moi, bah, voilà, comme je t'ai dit juste avant, hein, j'ai été 12 ans salariée en équipe, avec des grosses équipes et cetera. J'avais envie de retrouver cette dynamique d'équipe, sans pour autant me dire, «Je monte une agence avec des salariés et tout». Tu vois, ça me fait un peu peur, aujourd'hui, je suis pas prête à avoir des salariés. Et du coup, il y a ce modèle du collectif de freelance qui est à la mode là depuis 2 ans, Mm. et qui apparaît comme un bon entre-deux et je pense qu'il répond aussi à l'évolution, de la société, du monde du travail en fait. De plus en plus de,
de salariés quittent le salariat parce qu'ils sont un petit peu dégoûtés, peut-être des expériences qu'ils ont en entreprise, parce qu'ils ont envie de faire du télétravail, ils ont envie de vivre en province et les opportunités, elles sont à Paris. Enfin, pour plein de raisons, il y a des gens qui se lancent dans le freelancing, qui n'ont pas forcément envie d'être entrepreneurs au sens grosse boîte du terme, tu vois, mais qui en même temps, par exemple, chercher des clients, toute la partie commerciale, c'est pas non plus leur grand kiff, tu vois. Et à l'inverse, de l'autre côté, on a des boîtes qui ont envie de bosser avec des talents. Donc ces talents sont de plus en plus des indépendants, mais elles ont envie d'être rassurées sur les process, elles ont envie d'avoir une relation client qui soit aux petits oignons, etc. Et donc, tu peux tout à fait le faire en freelance. Moi, je l'ai fait en freelance pendant 3 ans, mais c'est vrai que quand tu as une structure, ça rassure. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est notre expérience et notre savoir-faire qu'on a construit depuis 3 ans avec Victor. On explique aux freelances qui nous rejoignent comment on délivre une prestation de ghostwriting. Et du coup, les boîtes sont rassurées. On monte sur des projets qui sont plus gros, qui ont plus d'envergure, parce qu'on est plusieurs. Et c'est là où, du coup, notre positionnement arrive. En gros, on accompagne les équipes à prendre la parole collectivement pour avoir plus de visibilité. C'est-à-dire que ce qu'on faisait depuis plusieurs années avec le dirigeant de la boîte, aujourd'hui, on le propose à tous les associés. Vous êtes 2, 3, 4 fondateurs, c'est pertinent que vous preniez la parole tous ensemble. Parce qu'en fait, si tu as de la visibilité tout seul, tu multiplies ça par 4, ça te fait 4 fois plus d'opportunités business. Je suis d'accord. C'est aussi pertinent que les collaborateurs prennent la parole. Tu vois, quand tu as des grosses boîtes, 50, 100, 10 000 employés, en fait, il y a des gens en interne qui ont aussi des choses à dire et qui peuvent faire rayonner la boîte, générer des prospects, mais aussi faire rayonner la marque employeur, attirer des candidats. Et donc, en fait, il n'y a que des bonnes retombées à prendre la parole tous ensemble. Il y a quelques boîtes qui le font aujourd'hui, mais elles sont peu nombreuses. Voilà, si vous traînez sur LinkedIn, on peut citer Walaxy, Oui, Scalesia, c'est pas connu. Lemlist. Vraiment, elles sont peu à exécuter le truc, mais quand elles le font, c'est vraiment... en fait, les retombées sont ouf, quoi. Et donc, nous, on accompagne ces boîtes-là à prendre la parole en équipe. Le fait qu'on ait des freelances, ça permet de sourcer des profils par thématique. Typiquement, demain, toi, tu es dans l'immobilier, je peux te trouver 1 ou 2 freelances qui sont sur la thématique immobilier. J'ai une demande d'un client dans le secteur médical, je vais lui trouver des freelances ghostwriters qui sont sur cette thématique santé. Et donc, en fait, on apporte l'expertise, le savoir-faire et la spécialité thématique du freelance. Et tout ça, ça donne du business. C'est Ok. l'objectif. Mais ce que je comprends, c'est que S-Quad est le point d'entrée. Et en Ouais, gros, après, comment dire, vous dispatchez le travail en fonction des verticales. Euh, exactement. ok. Non, mais c'est intéressant et je pense que tu as raison. Mais tu vois, les boîtes que tu viens de citer, par exemple, c'est quand même des boîtes de trentenaires, SaaS, très connectées. L'appliquer à des boîtes, je dirais plus mainstream, un peu plus installées, il y a C'est du en train de challenge. changer, hein. Pour te dire, en gros, Je me doute, on mais parle c'est plus stratégie difficile. Avenger. Ouais, Ouais. stratégie Avenger, c'est le mot LinkedIn, mais le mot marketing, c'est employé advocacy. Ouais. Ouais. Et de plus en plus de boîtes s'y intéressent. Tu vois, là, on est en discussion avec une très grosse boîte, il y a 14 000 employés. Alors, les discussions prennent du temps, parce que tu connais quand tu Je es face à lance, des grands voilà. groupes, on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on a des discussions que je pense qu'on n'aurait pas eu il y a un an, où en fait, voilà, le responsable com est venu vers nous en disant, ok, c'est un de mes sujets, on est à 10 membres du comité de direction, on a 14 000 employés, ce serait bien que ces membres du comité de direction, ils communiquent plus aussi, tu vois, pour en fait expliquer à nos 14 000 employés qu'est-ce qu'on fait. Tu vois, c'est pas forcément que une communication externe, ça peut être aussi un moyen de communiquer en Interne. interne. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, encore une fois, de faire rayonner la boîte, question de notoriété, etc. Mais oui, bien sûr, je te rejoins. Notre porte d'entrée, elle est évidemment chez les scale-up, les agences digitales qui sont bien développées, parce Je pense que qu'il faut c'est déjà par là que connecter. vient le changement, en Ouais, fait. je dis pas qu'ils vont pas le faire, je dis simplement qu'il faut un temps d'acceptation Tout à fait. et il est long. J'en suis convaincu, attention, mais il est long. Ouais. Ça, c'est sûr.
Écoute, de toute façon, Tiffany, on arrive un petit peu au bout de cet entretien. Est-ce que tu as une activité à partager, quelque chose j'aurais oublié de parler et que tu as envie de mettre en avant là, en Bah, mode écoute, non, on a bien fait le tour. Ma grosse actu du moment, c'est Escouade, hein, donc ouais. tu m'as bien questionné sur ça. Merci beaucoup, de m'avoir, donné l'occasion de partager sur mon métier. C'était passionnant. J'espère que ça aurait intéressé, tes auditeurs. Ben, je l'espère et je le pense, j'en suis sûr, parce que c'est un métier qui est quand même assez méconnu. Même si des gens naviguent sur LinkedIn, je pense qu'ils ne se doutent pas que des fois la plume peut être différente, et ce qui n'est pas grave. Voilà, il y a des gens qui sont forts pour écrire, il y a des gens qui sont forts pour vendre, il y a des gens qui sont forts pour le marketing, et c'est OK, quoi. Ben, écoute, moi en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et dis-moi où est-ce que les gens peuvent te trouver alors? LinkedIn, ou est-ce que tu as une mail? Qu'est-ce qu'on peut donner en... Sur LinkedIn. Le mieux, c'est Tiffany Clémenceau sur LinkedIn. Je réponds à tous mes DM et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Bon, bah écoute, merci à toi, et je vous dis ciao ciao à tout le monde. Avec plaisir, ciao. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais bon, on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Le premier, c'est de me faire des retours. Je réponds à tout, croyez-moi. Le deuxième, c'est une newsletter. On parle immobilier bien évidemment, stratégie immobilière, mais on partage aussi nos dernières opportunités, ou si tout simplement vous pouvez découvrir l'avancée de notre aventure chez Greening. Le troisième moyen, c'est qu'on est expert en investissement locatif. On accompagne les particuliers à investir sous 2 verticales. Soit clé en main, on fait tout, chasse, rénovation, ameublement, gestion locative, ou avec notre accompagnement en plusieurs sessions. C'est vous qui faites, mais on est à vos côtés à chaque étape. Voilà, de toute façon, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.